Merci pour votre présence ce midi et pour un horaire assez inhabituel de conférence. Donc aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud. Avant de parler voyage, un petit mot rapide pour présenter. Petit mot rapide pour l'équipe Caravanier. Je sais pas trop si certains connaissent Caravanier ou non. On existe depuis 1998. On a une on a une belle panoplie de notre équipe ici. On est, je dirais, une petite dizaine au bureau de personnes qui travaillent autant au bureau et la plupart sur le terrain aussi. Puis ensuite, on a d'autres guides qui interviennent aussi dans la sphère caravanier, pour certains depuis quasiment les tout débuts. Puis on a aussi plusieurs nouveaux qui se greffent à nous au fur et à mesure. Voilà, belle gang chez Caravanier qu'on présente rapidement là. Ensuite, j'ai attends. Ah, voilà. Tu veux? Non, ok. Un mot aussi sur, vous savez, voyager et agir. Donc, le volet voyager, c'est ce qu'on fait de façon régulière. Agir aussi, c'est un volet important pour Caravanier. On s'efforce, on sait très bien que voyager a un impact, donc on s'efforce de voyager de façon plus consciente et responsable. Ça passe par plusieurs actions qu'on met en place, puis qui continuent d'évoluer. On reste pas sur nos acquis non plus, donc ça passe par des nouvelles certifications ou toujours à remettre en question aussi ce qu'on a établi depuis longtemps. Ça passe entre autres par le volet donc planétaire, la compensation carbone. Donc tous les voyages, en tout cas le volet aérien est compensé carbone auprès de Planétaire. Donc, qui est une entreprise, un organisme québécois. Et en général, vous pourrez aller voir aussi sur notre site. Là, on a vraiment tout détaillé, puis avec des liens, etc., pour aller s'en informer. Mais en gros, tous les fonds qui sont reversés à Planétaire, souvent, vont dans des actions plus, je dirais, d'ordre social, hein, à l'international. En l'occurrence, là, ça fait quelques années qu'on distribue des fours, que Planétaire, en tout cas, via l'organisme, on distribue des fours au Népal. Four solaire. Fours solaires, dans des régions, c'est ça, dans des petits villages qui en ont besoin. Donc, Planétaire. Ensuite, depuis 2018, on est membre du 1% pour la planète. Donc, 1% est reversé à cet organisme aussi et via l'AEQ en fait au Québec, ce qui fait que on va vraiment cibler des projets environnementaux au Québec pour encourager des projets d'ici. L'année dernière, il y a même chose, si vous voulez plus de chiffres, ça va vraiment être bien détaillé sur le site, mais l'année dernière, on a vraiment participé, en tout cas, à la protection de la rivière Magpie, entre autres. Il y a d'autres belles associations, organismes aussi qu'on essaye de soutenir via le 1%. Je vais mis le Leave No Trace, là, le sans trace également, parce que c'est un principe qu'on essaye d'appliquer, en tout cas du mieux qu'on peut. Nos guides sont sensibilisés à ce principe-là. On essaye de sensibiliser les voyageurs aussi à destination. Puis évidemment, ces principes-là dans nos voyages, tout en prenant en considération les réalités du terrain. Merveilleux. Est-ce que vous nous entendez bien? Peut-être quelques petits feedbacks. Je ne sais pas si tu avais introduit ça. Ouais. Donc, il y a une section chat en bas. Hein? Oui, des petits pouces, c'est bon. Parfait, excellent. Et puis, vous avez une section QR ou question and answer. Si vous avez des questions, on fera des pauses pendant la présentation pour y répondre. J'enchaîne? Ouais, vas-y. OK. Donc, le voyage lui-même. Donc, petit historique, on a parlé de Caravanier, 27 ans bientôt. Maintenant, ce voyage existe pré-Caravanier à travers une agence que je roulais à l'époque. Donc, une expertise qu'on a quand même depuis 2018 environ. On l'a caravanisé, c'est le terme,
pour le mettre vraiment à notre esprit. Ça s'est fait durant l'année 2023. Puis on arrive à cette mouture qui a presque pas changé, en fait, depuis le premier voyage qui s'est déroulé en novembre 2023. Faut croire qu'on avait bien visé, je pense, au niveau de l'itinéraire, du tracé, de l'expérience, des gens qui collaborent avec nous. Donc, c'est un voyage qui s'inscrit dans notre schéma de niveau d'engagement. C'est un niveau 3, donc il est vraiment au milieu de notre échelle, parce qu'il va comporter quand même des bonnes journées de trek en distance. Des fois, ça peut atteindre jusqu'à 18, 20, une journée à 20, hein? Mais sur des reliefs quand même relativement peu accentués. Mais je dirais que le niveau s'inscrit peut-être plus dans une perspective d'une certaine itinérance ou autonomie qu'on va avoir dans les Drakensberg. Tout ça va être bien oxygéné, disons, ou ponctué d'immersion culturelle, parce que ça, c'est certainement quelque chose qui nous caractérise beaucoup. Oui, on est des marcheurs. Chez Caravani, on est des kayakistes aussi, mais on aime beaucoup aussi saisir l'environnement dans lequel on marche, dans lequel on découvre. Donc, c'est un volet super important qu'on va avoir à Johannesburg, dans une petite ville qui se nomme Clarence, dans les villages qu'on va croiser au Lesotho, évidemment, et puis à la fin, si on prolonge du côté safari. Voilà, je cherche le bouton next. OK, parfait. Donc, si on regarde tout ça sur une carte, il a fallu faire des choix. Hein. Tu sais, c'est un très grand pays, l'Afrique du Sud. Là. Donc, je ne sais pas si vous vous situez, là, mais c'est au sud de l'Afrique, donc pour être sûr. Là. Le nom le dit, mais on ne sait jamais. Donc, il y a plusieurs lieux d'intérêt, même au niveau de l'angle de la marche. On s'est concentré sur nos étoiles mauves, si je vois bien. Donc, aller-retour sur Johannesburg. Ça fait vieux pète un peu, hein? Le Lesotho, petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud, et la chaîne des Drakensberg. En fait, cette chaîne côtoie, en fait, ou est frontalière au pays du Lesotho et de l'Afrique du Sud, donc du côté est. Fait que, voilà. Pour la petite histoire, les Drakensberg, hein? Plus tard? Oui, plus tard. Merci. Ne t'éparpille pas. Voilà. On a mis des étoiles vertes, qui sont des extensions possibles qu'on propose au circuit, donc le parc national de Kruger. Pas tout à fait le parc lui-même, on est en abat de ce parc-là. C'est quand même très achalandé, ce parc, mais il y a des petits parcs privés frontaliers qui sont superbes. Donc, c'est un incontournable, si on veut, en termes de safari. Il faut quand même faire la route vers le nord-est du pays. Et puis ensuite, potentiellement, sous une perspective plutôt autonome là, de la part des voyageurs, de découvrir le Cap, Cape Town, qui est tout de l'autre côté du pays. Donc, on suggère souvent dans ce cas-là d'adapter les vols internationaux, puis prendre un vol national pour rejoindre le groupe ou de partir après. Bref, ce sont des belles extensions. On se concentre là-dessus. On aurait pu faire la côte autour de Port Elizabeth, aller dans le parc de Chlouchlou et Mfolozi, dans le coin d'Urban, mais on s'est concentré sur ça qu'on considère vraiment les tops en termes d'ambiance en dos. Donc, voici d'un petit peu plus près. Donc, c'est très rapproché quand même. On parle peut-être de distance maximum de déplacement de 6 heures environ à Johannesburg puis le Lesotho. Même chose qu'on revient des Drakens, c'est peut-être 4 à 5 heures. Donc, ça aussi, c'est une autre caractéristique de nos voyages, essayer de limiter les déplacements en véhicule, limiter les déplacements, si vous voulez, à moteur, pour se concentrer, approfondir. L'Afrique du Sud, si on voulait tout saisir, tout voir, il faudrait rester des mois. Donc là, on se concentre sur un angle du voyage. Donc, en parlant d'angle du voyage, on a 4 chapitres dans ce voyage-là, 4 esprits, si vous voulez. Le premier chapitre, c'est notre arrivée, c'est Johannesburg. Encore une fois, cette ville, qui est tout à fait la capitale du pays, c'est la capitale économique, mais c'est plutôt Pretoria, qui est la capitale politique. Donc, c'est deux villes assez voisines. Mais Johannesburg, c'est peut-être le centre culturel, si on veut, du pays. C'est là où on peut percevoir toute la mosaïque de couleurs ou d'ethnie qui a fait partie de l'histoire du pays. C'est là aussi où les cicatrices de l'histoire de l'Afrique du Sud sont encore les plus visibles. Donc, on aime bien donner ce regard-là quand même sur l'histoire. On a choisi un quartier en particulier parce qu'on aurait pu s'éparpiller, on aurait pu aller dans Melville, dans les beaux petits quartiers chics où la vie, comme si de rien n'était. On a plutôt choisi Maboneng, qui est un quartier
à majorité de population noire, mais en effervescence, en immersion. Donc, c'est vraiment la néoculture, c'est les bars, les restaurants tendance, c'est l'Afrique noire moderne. Donc, on va passer 3 jours, 3 nuits, dans dans ce coin-là pour, ce sera notre camp de base, en fait, pour découvrir la ville, mais avec l'angle particulier de Maboneng. Maboneng est un quartier dans le passé qui était plutôt industriel. On peut référer à Montréal, là, dans le coin de... C'est une bonne référence à Montréal. J'ai perdu les miennes, en tout cas. Mais bref, les quartiers comme ici, même, où on est nos bureaux de Saint-Henri. Caravanier. Hein, quoi? On est à Saint-Henri. C'est Henri, merci. Je ne suis pas résident de Montréal, mais en tout cas, mais dans le quartier où on est en ce moment, marché à Trois-Terres, tout ça, ce sont des quartiers post-industriels. C'est aussi le cas dans Maboneng. Donc, ça fait aussi au niveau de la touche visuelle, c'est super intéressant. Plusieurs grandes fresques comme ça, à l'hommage, ici, à M. Nelson Mandela et autres. Donc, c'est super vivant. C'est relativement, peut-être vous posez la question de vos sécurités, qu'on y est de jour, il n'y a pas aucun problème. C'est même très hype, tendance, jeune. Bref, il y a quand même vraiment beaucoup à voir. Donc, ce sera le camp de base, mais on va quand même rayonner pour aller saisir les autres perspectives des autres quartiers, puisqu'on va se déplacer lors de certaines visites qui sont programmées, comme entre autres le musée de l'apartheid. On aura à certains moments de l'année l'opportunité de voir cette floraison des J'attends, j'attends que tu le dises. Des jacarandas. jacaranda, merci. J'arrive du Japon, moi j'étais dans les cerisiers, là. Donc, jacaranda, tout à fait, qui est fin octobre, début novembre. Donc, ça fait toute la ville comme ça, ces vieux arbres très anciens, ça fait des ponts de fleurs, c'est super. Donc, là, bon, peut-être un petit clin d'œil en particulier pour la période de l'année qui est novembre ou du moins l'automne. C'est vraiment très court la floraison. Ouais, donc faut pas trop miser là-dessus non plus. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a montré une photo comme ça. Faut faire attention pour faire la fausse représentation. Mais bon, sachez-le. Donc, il y a ça, mais il y a tout à l'heure, avant de rentrer dans les traits, on parlera des saisons, pourquoi une est mieux que l'autre ou qu'est-ce qui est mieux de visiter quand aller en fait en Afrique du Sud. Regarde sur l'histoire, regarde sur l'apartheid, donc cette partie de l'histoire de l'Afrique du Sud là, qui a eu lieu dans la dernière moitié du 20e siècle, où là, il y a littéralement un système politique qui s'est mis en place pour ségrégationner finalement des populations noires, indiennes, non noires, blanches. Ce musée-là rend superbement bien ce volet un peu sombre de l'histoire de l'Afrique du Sud. C'est super important quand on va dans un pays comme ça de saisir cet angle-là quand même, de ne pas faire comme si ça n'existait pas, parce que vous allez voir encore aujourd'hui en se baladant dans la ville, en interagissant avec les gens, même votre équipe locale que vous allez avoir en Afrique, dans les Drakensberg, que les relations ou la dynamique blanche-noire ou j'aime pas ça, je dirais pas ethnique, là, mais bon, de cette distinction de la couleur de la peau, finalement, est encore super présent. Tu sais, que même des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, sont même quasiment très mal vues si elles croisent les deux. Donc, ça, aujourd'hui, ça, c'est super pertinent, puis on aura déjà l'opportunité de le faire au début du voyage. OK? Donc, et puis ce musée-là est super bien fait par son approche. Cette photo-là représente bien tout ça, parce que quand on regarde finalement les personnes de dos, à part toi dans la réflexion ici, je veux dire, on s'est dit que finalement, il n'y a pas grande différence. On aura l'occasion aussi de découvrir le township de Soweto, donc le Southwest Township, donc qui est un immense township qui s'est construit autour de Johannesburg. Township, en fait, c'est un peu, si vous voulez, comme un bidonville, mais c'est un bidonville quand même assez bien organisé. Soweto a la particularité ou l'unicité, en fait, de pouvoir dire qu'ils ont accueilli et vu naître et grandir 2 récipiendaires du prix Nobel de la paix. Donc, M. Mandela et puis Desmond Tutu. Donc, c'est quand même très particulier comment une ville, une bidonville comme ça peut faire émerger de grands personnages. Donc, il faut comprendre que des fois, il y a des dynamiques avec la géographie. Donc, on va regarder ça.
on va faire une immersion, pour respect évidemment, mais c'est vraiment, ça va mettre un peu, si vous voulez, les cartes des enjeux du pays, puis tout de suite vous plonger dans le bain de ce pays-là, parce que c'est un peu aussi une touche Caravanier qu'on essaie de faire, c'est de tout de suite mettre en immersion les gens dans le pays. Dans ce cas-ci, ça va être urbain. Des fois, on envoie les gens tout de suite dans les montagnes, se réveiller dans un petit refuge lointain. Mais là, c'est frontal, confrontation, immersion avec la population, les enjeux socioculturels du pays. Voilà. Et puis, qui dit immersion dit alimentation. Donc, ça aussi, on aura l'occasion d'explorer. Good. Donc après cette première incursion là, à Johannesburg, on va partir direction le Lesotho pour notre premier trek. Donc c'est ça. Donc deuxième chapitre du voyage, on va aller prendre la route. Ben, comme on le disait tantôt, à peu près 6 heures de route là, mais pour aller rejoindre vraiment ce petit pays indépendant, complètement enclavé. Là, on le voit sur la carte, il se retrouve en plein milieu de l'Afrique du Sud. Il a vraiment une histoire assez indépendante du reste finalement de l'Afrique du Sud. Il n'a pas connu l'apartheid, il a vraiment été sous protectorat anglais. Ce qui fait vraiment qu'il a une culture très différente. On va se retrouver, il n'a pas eu la chance d'avoir la même économie, en tout cas, ou merde, je perds mes mots. La même évolution au niveau de l'économie, ce qui fait que ça reste un des pays très très pauvres dans le monde, mais ça n'en est pas moins en tout cas très intéressant. Il y a des très belles montagnes. Le pays est complètement, donc comme je disais, enclavé. Puis les Drakensberg là qu'on voit un peu plus à l'est donnent vraiment une forme de frontière naturelle entre les deux pays. Souvent, on appelle le Lesotho, on peut trouver son nom royaume dans le ciel, puisque c'est un des rares pays au monde où finalement l'altitude la plus basse se trouve à 1800 mètres. Je pense que le point le plus haut est à 3000 et quelques, là, 3300. Donc, pays de montagne. Premier trek, on va vraiment. Maseru, c'est la capitale là, du Lesotho. Ils ont la même chose, il y a plus de 11 langues officielles en Afrique du Sud. Puis, entre autres, il y a aussi le Soto du Sud, qui est parlé, donc langue commune avec le Lesotho. Donc, on arrive. Maseru, c'est la capitale, mais on va pas aller, on va juste vraiment traverser. Puis, on voit là où il y a l'étoile. En fait, il y a comme deux, on voit pas Maléaléa, mais c'est notre premier village. Puis, c'est vraiment une immersion qu'on va proposer pendant 4 jours au Lesotho. Donc, 4 jours, on va vraiment marcher de village en village. Avant de commencer vraiment à parler du trek, ben, on arrive donc à Maléaléa, qui est un tout petit village, vraiment perdu au fond d'un petit chemin de terre. Puis donc on va passer du temps dans un premier petit lodge très confortable. Les petites huttes qu'on voit là, c'est vraiment hébergement assez traditionnel, l'architecture traditionnelle, je dirais, qu'on retrouve au Lesotho. Donc premier hébergement qu'on faut avant de partir vraiment un peu plus dans les terres. On va avoir la chance aussi d'assister à notre arrivée à une course équestre. C'est un événement très... ouais, un petit clin d'œil. Thématique. Ouais, thématique. Les couvertures Bassoto, c'est vraiment un objet très fort, en tout cas dans la culture Bassoto. On aura la chance d'en apprendre un peu plus sur place aussi, mais c'est effectivement, là, c'est mis n'importe comment, mais en réalité, il y a- ça a vraiment une signification, que ce soit les hommes, les femmes, la façon dont on le met. Ça peut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de signification. Les symboles qu'on peut retrouver sur les couvertures, bref, c'est vraiment, je trouve ça assez fascinant. Mais donc, je parlais de la course équestre parce que ça reste aussi un événement qui est très rassembleur, qui n'arrive pas souvent. Souvent, c'est la période vraiment en plein été, en plein hiver, je veux dire, en hiver, pendant l'hiver austral. Ce qui fait que nous, aux périodes dans lesquelles on privilégie les périodes de printemps-automne. On a la chance de pouvoir organiser donc une course équestre qui va vraiment ramener plusieurs villages, parfois à des heures de marche pour certains participants. Puis il y a vraiment une ferveur qui se crée à travers cet événement-là. Donc c'est vraiment un bel événement culturel
qu'on a initié, en tout cas sur le dernier groupe, puis qu'on espère pouvoir, encore une fois, dépendamment des conditions météo, parce que s'il y a trop de pluie, malheureusement, c'est le genre d'événement qui pourrait être annulé parce que les chevaux peuvent juste pas courir dans certaines conditions. Donc, si on a un beau temps, comme on a eu la chance, ben, c'est le genre d'événement auquel on assiste. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Lesotho, la culture équestre est encore très forte, très présente. C'est le principal moyen de déplacement là, dès qu'on sort Mm. de la ville, finalement. Ouais, tout à fait. Donc ensuite, on part direction. En fait, on va aller rejoindre Semonkong qui va être notre point final, mais entre-temps, on va vraiment passer de village en village. Donc c'est un premier trek où on va être accompagné donc de chevaux pour porter la logistique. Les voyageurs portent juste donc leur sac à dos avec le nécessaire pour la journée et l'idée, ça va vraiment être de traverser ces paysages. On est sur des sentiers qu'on emprunte, c'est des sentiers multiers, là, je dirais, la plupart du temps. C'est vraiment des sentiers qui sont empruntés par les villageois pour vraiment passer d'un point à un point B. Qu'est-ce qu'il y a? On dort dans des huttes, donc c'est vraiment hébergement très rustique, très sommaire, mais en même temps, c'est ce qui fait tout son charme dans ce voyage. Donc on se retrouve vraiment dans ce genre de petite ambiance-là, là, vraiment des petites huttes en terre crue, terre battue, toit de chaume, à même le sol. On vient compléter, nous, avec un petit peu d'équipement aussi, évidemment, pour plus de confort, mais on s'attend à un confort très rustique pour ces 2 nuits, en tout cas, qu'on passe en hutte. Euh, c'est quand même des bonnes journées de marche. Au Lesotho, là, j'ai pas parlé des journées tantôt, mais faut s'attendre. En termes, je veux dire, au niveau de l'effet, le terrain, il n'y a rien de technique. On n'est pas dans quelque chose de trop complexe. On n'est pas dans des dénivelés trop exagérés, mais quand même, on va aller, je pense qu'on a, le point plus haut qu'on va rejoindre, c'est à peu près 2500 mètres. Mais c'est des bonnes journées, des longues journées de marche. Donc, ces 3 journées de marche là consécutives vont être à peu près entre 18 et 20 kilomètres. Euh, donc, on s'attend, mais encore une fois, on n'a pas encore le poids du sac, là, comme dans les Drakensberg. On a juste notre nécessaire du jour avec nous, mais on s'attend quand même à marcher des 20 kilomètres. On peut avoir des passages de rivière, mais en fait, c'est pas mal les seules portions là, de tout le voyage au complet où on va avoir besoin de souliers d'eau parce qu'on a quelques rivières à traverser. Et il peut faire chaud aussi au Lesotho. C'est sûr qu'on est un petit peu, je le répète, l'altitude va toujours se situer entre 1008 et 2005, mais à ces périodes de l'année-là, on est en transition. Il peut y avoir quelques cellules orageuses qui peuvent aussi survenir, tout comme dans les Drakensberg. Mais il fait relativement chaud. On a eu chaud en tout cas en novembre dernier, donc on peut s'attendre entre 25, 32, 30, un bon 30 en tout cas en pleine journée. Euh, donc voilà, c'est ce qui peut rendre en tout cas ce trek un peu plus exigeant. C'est la longueur des journées, l'ajustement au niveau de notre équipement et la météo. Mais en soi, c'est vraiment assez unique. Là, on voit les couleurs, les lumières, je dirais, au Lesotho, puis en Afrique, là, en Afrique du Sud, sont vraiment magnifiques. Puis aussi, il faut comprendre que pourquoi on fait des étapes comme ça, c'est aussi parce qu'on a voulu, de manière volontaire, aller dormir dans les villages. Parce qu'il y a justement cette immersion un peu plus qu'on peut vivre, comme on a vu les photos de fin de soirée avec les enfants qui jouent, la structure des familles, les huttes, etc. Donc, les villages sur l'axe de notre randonnée qui est entre Malealea et Semongkong impliquent un petit peu plus de distance. Ouais, mais c'est super complémentaire avec le reste parce que justement, dans les Drakensberg, on va se retrouver dans un milieu sauvage, très isolé, en montagne. On croise quasiment personne, sauf possiblement des bergers, alors qu'au Lesotho, on a vraiment une forme d'immersion, un volet culturel beaucoup plus présent, où justement, c'est habité, on est dans des vallées habitées, puis on croise du monde, et c'est ce qui fait la beauté de ces 4 journées-là au Lesotho. Euh, Ça, c'était nos transporteurs de bagages ouais, c'est vrai, avant. je les ai passés vite, effectivement, Donc, on voit la logistique des bagages sur les chevaux. qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que le soir, on prend possession des huttes ou des maisons que vous avez vues là, sur les photos. Et puis, on s'établit une petite cuisine. Puis, avec les gars, on cuisine ensemble. En tout cas, le ou la guide qui fait le voyage fait OK, let's go. On cuisine ensemble. Des fois, on fait participer les gens aussi. Donc, tu sais,
quoi de mieux parce qu'il y a une barrière linguistique ou autre que d'être en immersion comme ça à travers une exécution qui est un repas. Tu sais, on parle à peu près le même langage, on coupe les mêmes légumes à peu près, mais donc on échange un moment comme ça qui est fort parce qu'il nous laisse vraiment beaucoup de flexibilité au niveau de l'exécution de la bouffe là, au Lesotho. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été, qui a marqué les gens. Là. Tu sais, puis on veut vraiment sur une base volontaire, mais que ça soit participatif. Là. Donc, gênez-vous pas justement dans ce genre de situation. Ça, c'était une petite photo de Masuto. Bah, c'était le genre d'exemple, justement, quand on parlait des fameuses couvertures. On va aller rendre visite à cette gentille dame du village quand on arrive à Semonkong qui va justement nous donner énormément d'informations, plein de contenu pour essayer de mieux comprendre encore la culture Basotho. Puis, justement, ça passe entre autres par la compréhension, en tout cas, du port de la couverte qu'on voit vraiment porter par tout le monde. Donc, effectivement, petite aparté culturelle aussi dans cet itinéraire-là. Là, on voit une photo justement quand on arrive en fin de parcours en direction de Sémonkong, qui est une ville finalement un peu plus importante, un plus grande, plus imposante que Maléaléa où on est arrivé en tout début. Donc, on vient dormir 2 nuits à Sémonkong. Après ces 3 journées-là, ce qui fait que notre 4e journée à Sémonkong, on va avoir... Quoi? Souvenir. Oui, on va avoir le loisir, en fait, on va avoir le choix de cette journée-là. Pour les plus aventureux, donc notre but à tous va être de rejoindre la fameuse chute Malesuniane qui est haute d'à peu près 200 mètres, qui est vraiment spectaculaire. Donc on va tous s'y rendre. La seule différence, c'est de comment on veut l'approcher. C'est là où on va avoir des options pour les plus courageux, les plus aventureux. Puis ceux qui ont envie d'adrénaline, ben, on est en mesure de pouvoir la descendre en rappel. Ça fait partie de Guinness des records, là, dans le Guinness Book là, des records. La descente en rappel de cette plus haute chute d'Afrique australe, en tout cas, là, qui fait 200 mètres. Photo de drone, hein, by the way. Ouais, on voit là les petits points sur la paroi, ben, c'est nous. Donc, expérience super sécuritaire. Vraiment, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Tout a été approuvé, vérifié, puis on est encore là pour en parler. Mais Ben ouais, en fait, ouais, c'est vraiment. Puis je peux vous dire, j'enseigne l'escalade, donc les gars ont une technologie et des équipements vraiment modernes, sont formés pour. C'est double sécurité, triple sécurité et tout. Donc, le reste, c'est dans la tête. Mais ça reste que, tu sais, on avait quoi? Une personne, je pense, qui a pas. Elle avait vraiment le vertige, donc elle s'est pas lancée dans cette aventure. Et tant mieux, on a une belle alternative pour elle. Mais tout le monde, tous les âges se sont lancés là-dedans parce que c'est quand même assez unique là, à faire. Et puis, je peux vous dire, ça marque pour vrai. Là, même moi qui ai pu grimper d'autres choses plus intenses, ça, c'est une belle expérience, une belle façon de voir un trait ou une réalité géographique là-bas. Là. Ouais. Donc, on vient vraiment descendre la chute. Puis pour ceux qui n'ont pas le goût de descendre la chute en rappel, ben, on fait juste une randonnée cette journée-là qui nous amène en haut des chutes, ensuite en bas des chutes, pour rejoindre aussi le reste de la gang qui a voulu le descendre en rappel. Donc, ce qui fait qu'on arrive vraiment à moduler cette journée-là entre rando et rappel pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est ce qui termine notre aventure au Lesotho et au lodge de Semonkong, avant de passer au 3e chapitre. Je continue? Ah, c'est moi ça? Ok. Donc, on part direction Clarence. Donc, on reprend la route, on quitte le Lesotho. D'ailleurs, rapidement, là, mais les Lesotho, les douanes, super facile, on s'inquiète pas avec ça. Si jamais certains se demandent le changement de pays à l'intérieur du voyage, c'est aucun... Ouais. D'ailleurs, la première question qu'ils m'ont posée, c'est « How are you today? » Si vous répondez oui, passez. Bien. Hein? Oui. Oui. Oui, c'est parce que vous ne comprenez pas l'anglais. OK, donc, il faut avoir la bonne réponse. Donc, on part direction Clarence. Clarence, c'est comme une petite ville, ancien bastion afrikaner, en fait, afrikaner, qui sont donc les premiers descendants des premiers colons boers néerlandais d'Afrique du Sud. Et on va vraiment donc on est vraiment dans un environnement plus rural, Clarence. C'est un vraiment petit village
très charmant, un peu bobo, un peu beaucoup. On va vraiment retrouver des petits commerces, je veux dire, locaux, épiceries fines, des petites Bonbons, café, microbrasseries, petite boulangerie. ouais, des galeries d'art. Bref, ça va vraiment être ce genre d'endroit-là. Ça fait juste, je veux dire, ça c'est un carré là, c'est une coupe de rue, c'est pas très grand, mais c'est super charmant. Ça fait vraiment une pause dans le voyage, puis ça nous donne aussi un autre regard complètement différent de cette culture peut-être justement plus africanaire en tout cas ouais, dans le voyage qu'on a peut-être un peu moins eu pour l'instant. Alors belle incursion aussi à Clarence. On va y rester 2 nuits. Donc là, celle-ci est un petit peu floue, mais bref, donc microbrasserie, il y a des très bons restaurants aussi, il y a des bonnes tables en Afrique du Sud. C'est ce Très qui bon. vient aussi ajouter, je trouve tout le contraste à ce voyage, c'est qu'il est hyper diversifié. On a autant le côté parfois très rural, très rustique, très sommaire, même au niveau de la bouffe, où on essaye toujours d'ajouter des petits agréments, mais on n'est plus, je veux dire, on est plus limité. Mais à côté, que ce soit à Johannesburg, à Clarence, on peut avoir vraiment des super bonnes tables, du très bon vin en Afrique du Sud. C'est une Française qui dit ça. Mais quand même. Donc non, on mange très bien. On a vraiment des belles étapes comme ça à travers le voyage. À travers, donc dans ces journées-là, ces 2 journées-là à Clarence, ben, on va avoir du temps, donc autant pour profiter de la ville que pour aller faire aussi une randonnée pour ceux qui le souhaitent, dans le parc du Golden Gate, qui est très proche de cette ville-là. C'est un parc naturel qui est assez distinct du reste, en fait, aussi. Je trouve qu'il vient vraiment ajouter une forme de contraste. On est plus dans un univers minéral de grès, là. On est complètement dans une autre type de géologie. Ce qui vient ajouter, et puis il y a plusieurs styles de randonnée possibles aussi dans ce parc-là. Donc ça, on peut vraiment le moduler, l'adapter en fonction des envies, si c'est une demi-journée, une journée, bref, pour ceux qui le veulent. C'est vraiment possible de s'adapter assez facilement. Ça nous donne des beaux points de vue, en tout cas des belles perspectives sur le parc aussi. Donc c'est ça, c'est une journée assez modulable aussi en fonction des envies de chacun. Si certains veulent juste rester tranquille à Clarence, se reposer, puis commencer à pacter ses affaires avant les Drakensberg, parce que c'est l'étape d'après, c'est possible. Sinon, on a des belles alternatives de randonnée dans le Golden Gate. Donc, après cet aparté, je ne sais pas si je peux dire ce mot, Ouais. à Clarence, où on fait vraiment plein de bonnes choses, ben, c'est le départ pour les Draken. Donc, les Drakensberg c'est un trek de 7 jours qu'on propose, donc 6 nuits, ouais. Et on le commence dans la région du Parc national de Royal Natal. Donc, on est on est à 1 heure et demie à peu près de route de Clarence, à peu près la même latitude, tout au nord. On est vraiment au nord-est de la chaîne des Drakensberg. Les palettes de couleurs qu'on va pouvoir voir pendant ce voyage, évidemment, ça va dépendre des saisons, ça c'est certain. Mais c'est sûr qu'on va y avoir une belle variété, surtout dans le Royal Natal, aussi beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus le réseau hydrographique est pas mal plus développé dans ce parc-là, donc ça va donner un petit peu de contraste par rapport à la suite des Dragons. J'ai perdu quelques notions, mais la fleur nationale ici, dont j'oublie le nom. Théa? Protea royale, c'est ça, me semble, ouais, c'est Mm. la fleur nationale, donc une faune assez riche, plutôt aviaire, mais au niveau de la flore, c'est complètement incroyable. Donc, on va vraiment pouvoir aussi découvrir plein de choses à ce niveau-là. Donc, le principe du trek, c'est quoi? En fait, c'est traverser. On peut le dire, là, parce que c'est un trek linéaire sans transport routier ou autre, du nord au centre de la chaîne des Drakensberg. Distance environ, on va dire, entre 12, 13, 14, 15 km par jour en moyenne, et itinérance dans la perspective où tout est porté, transporté par une équipe de porteurs. La particularité de ce trek-là, en tout cas du moins dans notre organisation, c'est que faire un trek avec porteurs et infrastructures un petit peu plus lourdes dans les Drakensberg, c'est très complexe, c'est difficile à organiser, il y a peu de ressources pour ça. À preuve,
On travaille avec une guide locale qui a ses certifications là, complètes pour encadrer ce type de voyage-là en Afrique du Sud. Et c'est vraiment grâce à elle qu'on peut avoir accès à un team de porteurs qui se chiffre à peu près à 12 à 15 personnes maximum. Donc, elle, c'est dans sa communauté, les villages où elle vit au pied des montagnes. Euh, donc, elle connaît des gens qui font ce métier-là. Sinon, c'est pas comme dans d'autres pays, Népal, Kilimandjaro ou Pérou, où là, cette main-d'œuvre-là est abondante. Donc, c'est très restreint, c'est très limitatif. Donc, d'habitude, pour faire ce genre de trek-là, faut le faire en autonomie complète. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est à faible portage, disons-le de même, parce qu'on a 12, souvent 12, 13 porteurs qui peuvent transporter tout au long les équipements globaux qu'on va vous montrer plus tard au niveau des campements. Ça va quand même demander de la part des participants d'avoir un petit peu plus de matériel dans son dos. Tu sais. Bon, ces chiffres-là, là, je peux les donner si vous nous appelez, là, mais on parle peut-être d'environ, je sais pas, un sac à dos de 40 litres environ. 50. 50. Pour des poids autour de 10 kilos. 10-12. 10-12. OK. Faites attention à l'information que vous recevez. Mais bon, c'est détaillé sur le site. Mais 10-12 kilos, donc un petit peu plus de portage qu'un trek en mode journalier, mais pas comme une expédition autonome. Donc voilà. Donc toujours, puis aussi la particularité de ce trek, là, indépendamment de l'organisation, c'est que c'est un trek qui est constamment sur les crêtes ou sur les hauts plateaux. Donc, contrairement, je sais pas, à d'autres treks, on part en vallée, on marche des fois sur des crêtes, on descend dans des vallées. Une fois qu'on est sur les plateaux, on reste quasiment tout le long dans la perspective d'être en haut. Donc, c'est plutôt des vues vers le bas tout le long qui vont nous animer pendant la rando. On commence tranquillement aussi en termes de déconfort. Donc, première journée, on aboutit à un petit lodge perché sur les crêtes, justement, dans le parc de Royal Natal, qui va nous accueillir. Bonne bouffe, lodge, ambiance. Tu sais, si c'est là, prenons-le. Pourquoi pas? Tu sais. Donc, après ça, ça va nous enchaîner dans le cœur des Dragons avec cette fameuse montagne connue qu'on appelle Sentinel Peak. Donc, Drakensberg, pour ceux qui se demandent, que veut dire ceci, si vous avez des racines de linguistique allemande, néerlandaise, là, Draken veut dire donc dragon et Berg, montagne, donc c'est les montagnes du dragon. C'est un nom qui a été donné par les Afrikaners, donc un peuple d'origine hollandaise finalement, au XVIIe siècle. Autre particularité, donc on parle vraiment de c'est pas un trek qui est vertigineux, du moins très peu, mais c'est toujours cette perspective vers le bas. Une des superbes perspectives qu'on aura à un moment donné au début, c'est Tugela Falls. Donc, on a parlé tantôt des chutes du Lesotho, donc j'oublie le nom, mais Tugela Falls en saison, plutôt au printemps, c'est une des chutes les plus hautes du monde. Là. Après le Angel Falls qu'on se trouve au Venezuela, celle-ci fait environ quasiment 900 mètres si on combine ces cascades. Donc, c'est quand même c'est vraiment incroyable. C'est ça. J'aime le mot aérien. C'est pas vertigineux, c'est aérien. C'est l'immensité ouverte. Et toujours cette vue au loin sur la plaine, finalement, qui nous rappelle un peu la civilisation, mais nous, notre isolement dans les montagnes. Photo ici qui représente bien, je trouve, une ambiance de Drakensberg. Les vents qui tapent, les conditions, la fatigue, l'émerveillement. Bref, ça va être tout un peu des ambiances qu'on va vivre. Peut-être aussi un peu émerveillement et énervement, peut-être aussi, donc, avec l'ascension. C'est un passage obligé, by the way, tout le monde. Donc, c'est environ 20 mètres d'échelle fixe. L'angle de la photo peut-être c'est pas 100% vertical, mais quand même, tout le monde doit passer par là. On a un système d'accroche qu'on a bricolé pour justement ceux qui ont certaines craintes par rapport à ça. On encadre vraiment les gens dans ce passage-là. Mais sans ces échelles, on peut pas aller sur le plateau. Parce qu'à moins de partir sur d'autres sentiers beaucoup plus au sud. Donc, il faut passer par là. C'est 20 mètres. On le fait tout ensemble. On se soutient. Puis on est content. Donc, puis les porteurs le font avec leur charge. Donc, évidemment, il ne faut pas toujours se comparer aux meilleurs. Mais c'est ça. Donc, c'est comme super important. Une fois rendu là,
tranquillité d'esprit pour l'entièreté du trek où on marche justement dans des vallées. Ça va nous apparaître finalement comme des vallées ou des plateaux, mais on sera à 2800, 2900, 3000 mètres d'altitude. Et des fois, on va côtoyer ces falaises-là qui vont nous ouvrir toute la vie. Nos porteurs qu'on voit, donc porteurs qui sont quand même, c'est quand même cadré là, en termes de quantité de poids, etc., tout ce qu'ils peuvent balader, ils ont aussi leur matériel personnel, mais ils sont avec nous tout au long. Des fois, ils nous dépassent, des fois, on les dépasse. Il y a l'équipe cuisine, ils sont deux. Il y a ceux qui montent la tente commune. Il y a évidemment tous ceux qui transportent notre matériel, donc auquel on va s'associer parce qu'on est toujours associé au même porteur. Il y aura des moments de pause, des moments de contemplation. Donc, quand je vous parle de verticalité ou de perspective aérienne, en voici un très bel exemple. Donc, il y a ça tout au long, là, un peu parsemé le long de l'itinéraire, qui en fait va longer finalement la cassure du relief du sud jusqu'à peu près le centre de la chaîne de montagne. Donc voilà, les étapes clés. En fait, j'ai pas de données en tête, aide-moi là-dessus, mais tu sais, en termes d'heures de marche, kilomètres, je l'ai dit tantôt, heures de marche, c'est super variable. Peut-être entre 6, 7 heures de marche. Ouais, c'est ça. Entre 5 et 7 heures de marche, Ouais. dépendamment des journées. C'est sûr qu'on est dans un terrain, encore une fois, on est hors sentier. Donc, on a le choix aussi de, bon, on a un plan, on sait où on dort supposément, mais encore une fois, dépendamment des conditions météo ou des aléas ou des imprévus, on pourrait ajuster certaines journées plus ou moins. Donc, mais oui, en moyenne, entre 6 7 heures de marche. Puis le kilométrage est quand même moins important que pour le Ouais. Lesotho. On parle pas de 20 kilomètres, mais peut-être entre 10 et 15 kilomètres par jour. Ouais. Mais là, la difficulté du terrain et le poids du sac fait que c'est le côté plus soutenu du trek. Puis la nuance avec ce qu'on peut avoir au Lesotho, là, c'est vraiment le poids du sac à dos, nos affaires personnelles en autonomie là, pendant Ouais. 7 jours. Voilà. Maintenant, les quelques rencontres, tout à l'heure, Ophélie parlait du Lesotho, immersion, village, etc. Là, ça va être beaucoup plus rare du côté des Drakensberg. Mais il faut quand même, on réalise en marchant dans les Drakens, finalement, qu'on est à la frontière de Lesotho et Afrique du Sud. Donc, ce qui est cool, c'est que le Lesotho nous aura marqué. En tout cas, je pense, la grande majorité des gens, ça laisse pas indifférent, ce pays-là, par son ambiance, ses couleurs qu'on a dit tantôt, les gens. Et puis là, à certains moments, dans le Trail des Dragons, on retrouve ça parce que finalement, les bergers en itinérance sont sur le même territoire. Tu sais, c'est frontalier, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas de douane. Tu sais. Même que des fois, on revient physiquement dans le Lesotho, si on regarde comme il faut les cartes. Fait qu'on revoit nos fameux bergers avec couverture ou la déclinaison un petit peu plus simpliste. Donc, ça, c'est quand même cool. Ça fait un parallèle, si vous voulez, géographique. Maintenant, au niveau du camping, du campement, donc tous ces porteurs-là, évidemment, on pourrait monter les infrastructures plus. Pas tant, il faut quand même limiter. Donc, on a des tentes ultra légères, MSR, donc c'est une très bonne tente pour ce genre de trek en backpacking. On a une tente collective qui est un élément, à mon avis, fondamental. On va la voir en arrière. On a la liberté aussi de camper où on veut, ça c'est quand même très cool. Donc, on choisit, nous, on a déterminé avec l'expérience des sites qui sont propices pour les étapes, mais sachez qu'il n'y a aucun aménagement. Si je reviens ou si je vais de l'avant, là, ça reste que c'est tel quel. Donc, on s'adapte. Hein. Puis souvent, même, petite parenthèse, là, le sentier n'est pas non plus toujours tracé, ce qui fait vraiment qu'on peut considérer ce trek comme du backpacking. OK. Ou comment on dit donc? Backcountry. OK. Temps de messe fondamentale, si on va avoir au moins un lieu sec, chaleureux et convivial pour prendre nos repas, puis tout le temps le matin puis le soir pour s'amuser ensemble. Donc, cette tente-là qui est dans les formes les plus solides, plus légères, devenait essentielle. Donc, il faut quand même la répartir à d'autres porteurs, mais ça nous permet justement de recréer un confort dans des contextes incroyables comme ceux qu'on voit sur l'écran. Flore, faune, ben, je n'ai parlé un peu tantôt, ça continue évidemment du côté des Dragons, même si on sort du parc du Royal Natal. Donc, selon les saisons, on va avoir une floraison des couleurs différentes. Donc, en gros, les saisons que nous, on a visées, vu qu'on est dans l'effet logistique interne, la logique inverse. Donc, on parle plutôt novembre
on va vers un printemps, c'est un printemps tardif. Il faut dire que l'été officiel commence peut-être à la fin novembre, donc on se positionne juste là où il y a moins potentiellement de précipitations. Puis on fait aussi un départ fin avril où justement on est avant l'hiver, on est avant les froids, on est avant les possibilités de précipitation de neige. OK? Puis on est surtout dans une statistique où fin avril, mai, c'est là aussi que la courbe de quantité de précipitation est la plus faible. Donc, c'est vraiment avant l'hiver, avant l'été, finalement, qui sont, selon nous, les meilleures périodes pour faire ce voyage-là en particulier. Voilà, que dire? C'est beau paysage. C'est aussi ta photo de chef de montagne. Donc, beaucoup ce genre de paysage-là, les falaises, tout ça, c'est vraiment génial. Là, fait que voilà un peu, je termine, je pense, en images et en falaise. Non, mais c'est marquant, ça. Souvent, quand on fait des treks, on n'est pas au Pérou, on regarde toujours en l'air. Là, au Draken, on regarde plutôt vers le bas. Donc, changement de perspective. Il y aura toujours un moment donné aussi ces espèces d'ouvertures-là dans le territoire où là, on était sur un plateau, on ne voyait rien, puis à un moment donné, paf, ça s'ouvre à nous. Il y a les babouins aussi qu'on retrouve. Ouais, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, C'est vrai que dans la faune locale, on ne trouve pas énormément de choses dans les dracs, mais quand même, on peut croiser des babouins, les vautours du Cap. ouais, c'est vrai. C'est pas mal la faune qu'on croise. Là. Il y a pas, voilà. Ouais. Et conclure, je ne sais pas si je conclue dans les photos, mais on va conclure. La liberté, la notion de liberté, c'est ça qui est fort dans ce groupe-là, dans ce type de voyage-là, c'est que on est autonome avec notre équipe, on est autonome au niveau du choix des emplacements de camping. Oui, on les a sélectionnés, mais si ça va pas bien, on les change. Tu sais. On a la liberté du backcountry avec une touche de confort supplémentaire. C'est vraiment l'esprit de ce trek des Dragons. Donc, après 7 jours, on regarde les visages. Pas si pire quand même. C'est bien. Et des sourires. Et notre gang, porteurs et guides, qui vont rendre notre expérience beaucoup plus agréable. Donc voilà, extension possible. On conclut avec ça. Deux choses, je me lance. Vas-y. J'y vais. OK. Vas-y. J'ai eu l'occasion de le faire, là, donc c'est quand même assez cool. On propose une extension Safari, quand même assez confort, là, si vous regardez les prix et tout, là, mais on se disait qu'après les Dragons, ça serait cool d'une petite touche de confort. Donc, c'est aussi dans un parc privé. C'est donc de pouvoir faire un safari sous deux angles, à pied et en véhicule. À pied, c'est quand même une sacrée expérience immersive en termes de faune. On doit être avec des guides des parcs certifiés, armés aussi, et ça va demander quand même d'être furtif en tout temps. On part très tôt le matin, il fait souvent chaud dans la région du Limpopo, là, plus au nord-est. Donc, c'est souvent un réveil à 4 heures, on déjeune au crépuscule à l'aube. Et puis, on part très, très tôt. On finit nos journées à 10 heures. On fait la sieste. Puis après ça, on part en mode véhicule le soir. Donc, ça permet d'approcher les éléphants. Ça permet d'approcher tout ce qu'on peut croiser, y compris les grands fauves, les hippopotames, les crocodiles. Et souvent, on fait des pauses. On arrête littéralement, on fait plus de bruit, puis on laisse aller la nature, on l'écoute. Donc, c'est tout le contraste avec une approche en véhicule. Nos campements sont bien protégés, justement, pour pas qu'on ait à trop gérer ça la nuit. Il y a une équipe locale qui s'occupe justement de la sécurité. On a des cooks, boissons à volonté, etc., pour décompresser nos journées, mais ça reste quand même très confort et surtout privatif. Donc, on sera juste nous tout au long de ces étapes, même en safari. Donc, c'était pour continuer dans le même esprit qu'on aurait eu Lesotho, Draken. Donc, c'est la continuité logique, mais ça va quand même impliquer environ 4 heures, 4 à 5 heures de plus de déplacement. On le fait en avion maintenant, oubliez ce que j'ai dit. Si vous voulez des infos, écrivez-nous. Et puis sinon, Cape Town, donc ça, c'est une extension. On a préparé un document avec plein de références, comme à la Table Mountain, Signal Mountain, les quartiers cool, les restos sympas, aller voir Cap de Bonne-Espérance, les pingouins, etc.
Il y a plein de possibilités, mais on laisse ça aux gens à gérer par eux-mêmes. C'est facile. Cape Town, c'est un regard très européen, si vous voulez, ou très moderne de l'Afrique du Sud. J'ai un coup de cœur pour cette ville-là. Je suis allé à quelques reprises, mais on se disait que nous, en termes d'organisation, on était peut-être la couche de trop là-dessus. Donc, on laisse les gens s'orienter avec nos bons conseils. Et puis, on conseille de le faire avant ou après le séjour. Puis, c'est facile de synchroniser les vols en fonction de ça. Okay. Donc, en gros, la ville elle-même de Cape Town, bref, il y a plein de possibilités autour de Cape Town. Et puis, si vous voulez justement un regard plus moderne de l'Afrique, plus africanaire, on va l'avoir eu un peu à Clarence. Donc, c'est vraiment autour de cette ville où ça se dessine le mieux. Donc voilà, prochain départ, c'est quand? Euh, Ça va être en 2025, donc au printemps et automne, les dates sont en ligne. Alors, c'est bon moment d'y penser. On a un groupe qui part prochainement pour fin octobre, qui est complet. Alors, c'est Qui est ça. complet. Ouais. Donc, ouais, donc ça répond bien. Donc, 2 départs annuels. Alors voilà, si vous avez des questions, c'est Ophélie pour le prochain 2 semaines. Après, c'est elle qui part guider. Donc, sinon, ce sera avec moi, François-Xavier, pour la suite. Donc, voilà. Plaisir de se reparler. Puis merci de votre attention pour cette heure de midi. Merci, merci. Bonne journée.